La parole est à Monsieur Valax. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc je vais essayer de redonner un peu le moral à notre collègue Dolès qui me paraît fortement abattu et d'un caractère un peu réactionnaire. Mais je pense que tu le prendras pas mal ou que vous ne le prendrez pas mal, mon cher confrère, arc-bouté sur des certitudes anciennes. Je lui rappelle simplement que c'est une démarche volontaire qui est permise et qui est donnée aux maires des différentes communes. C'est une façon qui leur est offerte de s'approprier en quelque sorte une démarche volontaire pour répondre aux préoccupations qui seraient celles du territoire sur lequel ils exercent leur capacité. Alors très rapidement, évoquer ce texte, c'est directement et indirectement justement aborder des problématiques de décentralisation, d'aménagement du territoire, de ruralité, et c'est aussi prendre en compte la diversité. C'est toujours avoir à l'esprit les déséquilibres, les fractures entre les territoires qui s'en sortent et ceux qui font face à certaines difficultés. Je pense en particulier aux territoires hyper-ruraux où l'enclavement et la faiblesse de certaines infrastructures sont des freins au développement économique. Je pense également aux territoires périurbains frappés par la désindustrialisation et le chômage. Évoquer ce texte, c'est reprendre à nouveau l'étude du millefeuille administratif de notre pays. C'est constater qu'aujourd'hui, c'est ou ce sera dans les métropoles que se construit la croissance de demain. C'est pourquoi, il faut le dire dès maintenant, les métropoles devront être solidaires des territoires, car elles rayonnent, elles attirent, c'est vrai, et les richesses qu'elles créent devront être nécessairement partagées. Ce sera la mission des régions que de jouer ce rôle péréquateur. Et il faudra donc, à côté de ces métropoles importantes, des régions fortes pour renforcer la cohésion territoriale. Dans cette nouvelle organisation du territoire, le gouvernement a également choisi, et cela vient d'être dit, de renforcer les intercommunalités, car c'est à cet échelon que pourront être menées des politiques publiques de proximité efficaces. Ces intercommunalités devront avoir les moyens de répondre aux attentes des habitants en matière de services publics, du quotidien à l'échelle d'un bassin de vie et d'un bassin d'emploi cohérent, au-delà souvent d'ailleurs des limites ancestrales du département. Mais plaider pour les intercommunalités fortes, ce n'est pas remettre, bien au contraire, en cause les communes. Dans le nouveau système territorial qui s'esquisse, elles demeureront le seul échelon à disposer de la clause générale de compétence. Pour mener à bien l'acte 3 de la décentralisation, il faudra donc des communes partenaires des intercommunalités. Depuis la loi du 2 mars 1982, cela remontera loin, toutes nos communes, qu'elles aient 20 ou 200 000 habitants, disposent justement des mêmes compétences. Cependant, et nous le savons, les petites communes n'ont pas les moyens humains, ni techniques, ni financiers, pour investir et assumer leurs missions essentielles. Cela a été dit, je le répète, la France regroupe près de 40% des communes de l'Union européenne et 90% des 36 000 communes comptent moins de 2 000 habitants. Les pouvoirs publics ont en vain, dans l'histoire qui est la nôtre, tenté de remédier à cet émiettement communal. Après le bilan très modeste de la loi du 16 juillet 1971, dite loi Marcellin sur le régime de la fusion des communes, la loi du 16 décembre 2010 instituant les communes nouvelles a entraîné la création de seulement, alors certains disent 13 communes, moi j'ai écrit 18 communes, d'autres disent 19, 13, 18 ou 19, c'est un constat qui nous amène à dire que cette réforme a été manifestement insuffisante. On peut donc aujourd'hui se féliciter des dispositions de la présente proposition de loi qui visent à assouplir le dispositif actuel en renforçant, et cela me paraît important, les incitations financières. Ce texte prévoit notamment une meilleure prise en compte des mandats préexistants pendant le régime transitoire et un renforcement de l'intégration des anciennes communes, meilleure articulation des fonctions, création d'une conférence des maires, rationalisation de la création des communes déléguées, organisation aussi au niveau du choix du nom de la nouvelle commune. Ce texte simplifie la procédure de mise en place d'une commune nouvelle couvrant plusieurs départements. Notre ami Molac l'a évoqué à l'instant. Ce texte prend en compte les spécificités urbanistiques des communes déléguées, rattache les communes nouvelles à un établissement public intercommunal de fiscalité propre, mais surtout garantit transitoirement leurs ressources budgétaires. Cette PPL permettra donc de donner les outils nécessaires pour que les élus, et c'est cela qui est important, notamment les élus ruraux,
puissent construire par eux-mêmes le développement de leur territoire et de leurs communes nouvelles. Mes chers collègues, n'ayons pas une approche résignée quand il est question des territoires ruraux. Cessons d'opposer la France des métropoles et la France rurale, la France des grandes villes et des petites villes, alors même que nous avons besoin des deux. Cependant, aujourd'hui, nous le constatons tous dans nos départements, les petites communes ne peuvent plus agir seules. L'articulation essentielle entre le bloc communal et intercommunal doit être repensée. C'est tout l'intérêt, justement, de cette proposition de loi. La véritable réforme est donc celle du bloc communal, qui est le socle de l'ensemble. Cette proposition, et je vais vite, s'inscrit dans une conception moderne de l'État. Le rôle de l'État, écoutez-moi, mon cher confrère, mon cher collègue, ce n'est pas de dire aux collectivités locales comment elles doivent fonctionner, mais justement, c'est de leur fournir les bons outils pour créer les synergies nécessaires. La commune nouvelle pourrait être ou sera un des outils essentiels permettant un maillage efficace de notre territoire. Le rôle de l'État, je l'ai dit à l'instant, c'est aussi le maintien de la cohésion territoriale. La cohésion territoriale, c'est la solidarité financière. Il n'est pas d'ambition pour des communes sans moyens et sans prise en compte des difficultés spécifiques de certains territoires. Je rappelle simplement l'article 10 qui permet justement cette bonification de 5% de la DGF pendant 3 ans, sachant par ailleurs que la stabilité de la DGF est par ailleurs acquise. Je vais même plus loin, à l'avenir, il nous appartiendra de réformer la DGF afin d'inciter de manière plus forte le développement des communes nouvelles et de permettre plus de justice, plus de solidarité et plus de péréquation. Je termine définitivement, et cela me vient à l'instant à l'esprit. Vous le constaterez dans cette petite intervention, et c'est sensiblement identique pour les interventions qui ont précédé la mienne. On a beaucoup parlé de communes, on a parlé d'intercommunalité, on a parlé de région, on a parlé de métropole, et personne n'a cité le mot de département. Donc je me dis que demain, il faudra véritablement, justement dans le cadre de la suppression ou de l'allègement du millefeuille administratif, envisager peut-être très sérieusement la suppression des départements. Et je m'en excuse auprès de mon collègue de l'Est. Merci. Je retiens la formule, je termine définitivement. La parole est à Monsieur Fauré.